Go. Alors, bonsoir à tous, chers concitoyens et membres du conseil municipal en cette séance du conseil le 6 juillet 2020. Probablement que vous allez constater que c'est fort probable que ce sera la dernière séance du conseil enregistrée sur visioconférence, puisque maintenant, il y a un nouveau décret qui a été accordé qui nous permet de faire des séances publiques. Alors, vous suivez sur le site Internet, il y aura des directives avec lorsque la façon de procéder pour la prochaine séance du 3 août 2020. Alors, sans plus tarder, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour, résolution pour la tenue, encore une fois, de la séance à huis clos, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin et de la séance extraordinaire du 15 juin 2020, l'adoption des comptes comme à l'habitude, résultat de la consultation à la suite de la publication du rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport de l'auditeur indépendant. Dépôt des modifications au rôle. Le point 7. Adoption du règlement 229-20, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité afin d'agrandir la limite de la zone V09 dans le développement du domaine Charlevoix et ajouter des usages complémentaires à l'usage résidentiel pour le même secteur. Le point 8, adoption du règlement 230-20, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité, afin de modifier les normes relatives aux murs de soutènement, modifier l'usage projet d'ensemble écotouristique, ainsi que d'ajouter des secteurs de contraintes naturelles. Le point 9, un avis de motion, règlement modifiant le règlement 222-19 portant sur la qualité de vie, afin de modifier la section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le point 10, présentation du projet de règlement 234-20, règlement modifiant le règlement 222-19 portant sur la qualité de vie afin de modifier la section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Le point 11, avis de motion au règlement ayant pour objet d'amender le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 122-11 de la municipalité des Éboulements afin d'encadrer les projets intégrés, de même que d'ajouter des critères d'analyse pour les développements en zone de villégiature. Le point 12, c'est l'avis de motion du projet de règlement 235-20, règlement ayant pour objet d'amender le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 122-11 de la municipalité afin d'encadrer les projets intégrés de même que d'ajouter des critères d'analyse pour le développement en zone de villégiature. Le point 13, c'est un avis de motion, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité des Éboulements afin d'ajouter des dispositions relatives rendant possible les projets intégrés. 14, c'est tout simplement le premier projet 236-20, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité afin d'ajouter des dispositions relatives particulières rendant possible les projets intégrés. Le point 15, un avis de motion au règlement concernant le paiement de la part contributive de la municipalité à l'égard d'un protocole d'entente pour la réalisation de la phase V, c'est-à-dire la phase 5B du développement domiciliaire de la seigneurie, conformément au règlement 7908 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux comportant un emprunt remboursable sur 20 ans. Présentation du règlement 237-20, règlement concernant le paiement de la part de la contributive de la municipalité à l'égard d'un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 5B du développement domiciliaire de la seigneurie, conformément au règlement 7908 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux comportant un emprunt d'un montant de 180 000 $ remboursable sur 20 ans. Alors, il y a quelques dérogations mineures, dont une dérogation mineure 99-2020 au 1587 route du Fleuve,
Une autre dérogation mineure portant le numéro 100-2020 au 41 rang Saint-Antoine. La suivante, c'est une dérogation portant le numéro 101-2020 au 30-79 route du Fleuve. Nous avons aussi un permis en zone de mouvement de sol au 21 rang des éboulements centres et au 21, une résolution autorisant la réouverture des bureaux municipaux qui étaient déjà fermés depuis le mois de mars. Résolution en 22 modifiant le taux d'intérêt décrété pour l'année 2020 et applicable à toutes les sommes dues. Le numéro 23, rehaussement du plafond de revenus déterminant les besoins impériaux de l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. 24, motion de félicitations pour Mathilde Deschênes. Motion de remerciement, point 25, de Mme Christine Palussière, qui était enseignante. Et point 26, représentation, question du public ou des citoyens qu'on a reçus ou pas, si possible. Et 28, levée de l'Assemblée. Alors, comme vous voyez, on a quand même beaucoup de règlements et de modifications réglementaires à mettre en jeu. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour ou s'il y a des modifications à l'ordre du jour, vous avez la liberté de le faire. Proposer l'ordre du jour. J'ai Mme Sylvie Bolduc qui propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. On serait rendu à une résolution, un proposeur à l'effet que cette séance du Conseil soit tenue à huis clos et considérant le décret de la pandémie, alors on est obligé d'avoir une résolution de tenue d'une séance à huis clos. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé, M. le maire. Mario. M. Mario propose. Mario Desmarais propose. Merci, Mario. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2020 et la séance extraordinaire du 15 juin. Alors, si vous en avez pris connaissance, si vous avez des modifications à apporter dans l'une ou l'autre, s'il vous plaît, le spécifier. Sinon, j'aurais besoin d'un proposeur tout de suite pour le 1er juin. Je propose. Monsieur Jimmy Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que j'ai un proposeur pour la séance extraordinaire du 15 de juin? Diane le propose. Mme Diane Tremblay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Merci. Oui. Le point 4, l'adoption des comptes. Alors, comme à l'habitude, je vais faire la nomenclature. Gestion financière et administration pour 24 117 $. Sécurité publique pour 10 814 $. Voirie transport pour 45 284 $. Éclairage des rues pour 1 312 $. Aqueduc, 9 000 44 $. Assainissement des eaux, 428 $. Gestion des déchets, c'est souvent les ports à la MRC pour la récupération et pour, je pense que c'est pour le compostage, 50 758 $. L'urbanisme, 42 712 $. C'est une part de la MRC, quote-part. Transport en commun, c'est une quote-part, 4 724 $. Loisirs et culture pour 3 674 $. On a 50 $ de dons. Les travaux tech, c'est par rapport à la taxe d'assises, 27 386 $. Par rapport au dégrayeur, c'est les eaux usées, j'imagine, c'est 5 231 $, qui fait un total de 225 538,42 $ pour le total. Est-ce que on a déjà pris connaissance de toutes de chacun des items. Alors, est-ce que vous avez un proposeur pour l'adoption des comptes? Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je vais proposer. M. Manuel Deschênes propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. On passe au point 5. Alors, résultat de la consultation suite à la publication du rapport du maire, des faits saillants du rapport financier 2019 et du rapport de l'auditeur indépendant. En fait, est-ce que, Mme Gauthier, on a reçu des questions particulières? Non, on n'a reçu aucune question. Alors, tout simplement, c'est un dépôt. Alors, c'est juste pour rendre compte qu'on n'a pas eu de publication. On n'a pas eu, pardon, de questions par rapport à la publication du rapport. Je passerai au point 6. Alors, régulièrement, il y a des modifications au rôle. Alors, juste pour question d'information,
L'ancien rôle antérieur avait, avant modification, avait 299 63 300 $. L'augmentation à cette période, c'était 1 803 200. Et le rôle antérieur, après modification, c'était 300 866 500. Avec la nouvelle modification au rôle, le rôle courant avant modification, il est de 302 832 302 832 500. On a une augmentation pour 1 866 700. Alors, ce qui nous donne un rôle courant après modification de 304 699 200 $. Alors, ce que je vous rappelle, ce n'est pas le rôle imposable, c'est tout simplement le rôle au complet. Ce n'est pas la valeur imposable. Alors, c'est un dépôt. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a eu des nouvelles constructions, puis il y a des permis aussi qui ont fait que qu'on a eu des augmentations au niveau rôle. Régulièrement, à la MRC, il y a des inspecteurs qui passent pour faire les vérifications à la suite de permis de construction. On serait rendu au point 7, pardon. Alors, l'adoption du règlement 229-20, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité afin d'agrandir la limite de la zone V09 dans le développement du domaine Charlevoix et ajouter des usages complémentaires à l'usage résidentiel pour le même secteur. Alors, je vous rappelle l'objet du règlement a pour but d'amender le règlement 117-11 de la municipalité afin de modifier le plan de zonage pour agrandir la zone V09 à même la zone V01 dans le domaine Charlevoix, ainsi que de modifier l'article 11 de l'annexe 7, plan d'aménagement résidentiel du domaine Charlevoix, afin d'ajouter des usages complémentaires à l'usage principal résidentiel pour le secteur de développement du même nom. Entendu qu'en raison de la pandémie COVID-19, aucune assemblée de consultation n'a pu être tenue lors d'une séance publique. Attendu que, conformément aux nouvelles directives du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une présentation préenregistrée sous forme de visioconférence a été rendue disponible pour visionnement sur le site web de la municipalité pendant au moins 15 jours afin de remplacer l'assemblée publique de consultation. Attendu que, suite à cette présentation, aucun commentaire n'a été reçu à la municipalité et ainsi aucune modification n'a été faite au premier projet de règlement. Alors, attendu que ce règlement contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de référendum de la part des personnes intéressées de la zone concernée et de toute zone contiguë à celle-ci, afin qu'un règlement qui les contienne soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. En vertu de l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d'urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter a été remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. Cette période de consultation s'est tenue du 18 juin 2020 au 3 juillet 2020. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 4. Alors, on a reçu le nombre de demandes reçues, on n'a reçu aucune demande. Alors, c'est donc dire que le projet, tel que présenté, sans modification, est accepté. Le règlement modifiant le règlement 117-11. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption finale du règlement 229-20? Je vais proposer. J'ai Mme Diane Tremblay. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Oui. Merci. Je serai rendu au point 8. L'adoption du règlement 230-20 ayant pour objet d'amender le règlement de la zonage 117-11 de la municipalité afin de modifier des normes relatives aux murs de soutènement et de modifier l'usage de projets d'ensemble écotouristiques ainsi que d'ajouter des secteurs de contraintes naturelles. Alors, l'objet du présent règlement a pour but d'amender le zonage 117-11 de la municipalité afin de préciser la façon de construire un mur de soutènement lorsque les besoins justifient qu'il dépasse la hauteur prescrite au règlement, modifier la hauteur des unités d'habitation sur pilotis pour l'usage
projet d'ensemble écotouristique et ajouter des aires marquées par des contraintes naturelles telles que les fortes pentes. Les fortes pentes, c'est 31% et plus, ainsi que les milieux humides. Attendu qu'à raison de la pandémie COVID-19, aucune assemblée de consultation n'a été tenue lors d'une séance publique. Attendu que, conformément aux nouvelles directives du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, une présentation préenregistrée sous forme de visioconférence a été rendue possible pour visionnement sur le site Web de la municipalité pendant au moins 15 jours afin de remplacer l'Assemblée publique de consultation. Attendu que suite à cette présentation, aucun commentaire n'a été reçu à la municipalité et ainsi aucune modification n'a été faite au premier projet de règlement. Alors, attendu que ce règlement contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de référendum de la part de personnes intéressées de la zone concernée et des zones contiguës à celle-ci, afin qu'un règlement qui les contient soit soumis à l'approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En vertu de l'arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d'urgence sanitaire ordonnée par le gouvernement, toute procédure d'enregistrement de personnes habiles à voter a été remplacée par une période de réception de demandes écrites de scrutin référendaire de 15 jours. Cette période de consultation s'est tenue du 18 juin au 3 juillet 2020. Alors, le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 28. Le nombre de demandes reçues par rapport à cette demande était de, on a reçu, autrement dit, aucune demande de référendaire. Automatiquement, le projet présenté, le premier projet est accepté tel que présenté. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du règlement 230-20? Je propose. J'ai M. Jimmy Perron qui propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. On serait rendu au point 9. Un avis de motion. Règlement modifiant le règlement 222-19 portant sur la qualité de vie afin de modifier la section concernant les animaux dans le but, notamment, de se conformer au règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens dangereux. Alors, je vous rappelle que déjà, le règlement provincial est déjà en application depuis le 3 mars 2020. Alors, c'est justement pour se mettre, pour correspondre à la réglementation provinciale que chaque municipalité doit accepter, doit passer un règlement sur sa qualité de vie concernant les chiens dangereux. Alors, je vais vous présenter le projet au point 10 concernant ce même règlement 222-19 portant sur la qualité de vie. Alors, considérant que la municipalité des Éboulements a adopté le règlement sur la qualité de vie le 7 octobre 2019, considérant que le gouvernement du Québec a adopté le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens qui est entré en vigueur, comme je vous disais, le 3 mars 2020. Considérant que ce règlement doit être appliqué par toutes les municipalités du Québec. Considérant qu'en vertu de ce règlement du gouvernement du Québec, la municipalité doit délivrer des médailles pour les chiens et exiger une tarification annuelle. Considérant que la municipalité doit désigner qui sera responsable de l'application des dispositions du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Considérant l'article 63 de la loi sur les compétences municipales, stipulant qu'une municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les animaux, la personne avec laquelle la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la municipalité aux seules fins de l'application du règlement de la municipalité. Alors, je vais vous faire part des règlements, en fait, des articles de règlement par rapport aux chiens. Alors, l'article 4.35, le chien exempté. Alors, un chien dont une personne a besoin pour assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance. Également, un chien équipé
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police, un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la loi sur la sécurité privée, et un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. Alors, c'est des chiens exemptés. L'article 4.37 se lit comme suit: déclaration des chiens potentiellement dangereux et ordonnance à l'égard des propriétaires ou gardiens de chiens. La municipalité a le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d'émettre des ordonnances à l'égard des propriétaires ou des gardiens de chiens. L'article 4.36.1, examen pour un médecin vétérinaire. Alors, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou son gardien le soumette à l'examen d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués. On va normer aussi le déroulement de l'examen par le vétérinaire. Alors, la municipalité avise le propriétaire ou le gardien du chien lorsque celui-ci est connu de la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec son chien pour examen afin que les faits ainsi que les frais qu'il devra débourser pour celui-ci, pour l'examen du vétérinaire. Rapport du vétérinaire. Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il doit contenir un avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité du public. Il peut également contenir les recommandations sur les mesures à prendre à l'égard du chien ou de son propriétaire ou gardien. À 4.36.4, déclaration d'un chien potentiellement dangereux. Alors, un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d'avis après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué son état et sa dangerosité, qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Alors, un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité selon l'article 4.36.5. À 4.36.6, euthanasie. La municipalité ordonne au propriétaire ou au gardien d'un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le propriétaire ou un gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu'à l'euthanasie, un chien visé au premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d'une muselière panier lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l'application du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes. Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux. Alors, à 4.36.7, la municipalité peut, lorsque les circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou au gardien d'un chien de se conformer à une ou à plusieurs des mesures suivantes. Soumettre le chien à une ou à plusieurs des normes prévues à l'article 4.37 ou à 4.37.7 ou à toute autre mesure qui vise à réduire les risques que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. L'ordonnance la municipalité peut faire euthanasier le chien, se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir ou de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la santé et la sécurité publique. Les modalités d'exercice du pouvoir de la municipalité. Alors, la municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu de l'article 4.36.4 ou 4.36.5, ou de rendre une ordonnance en vertu de l'article 4.36.6 ou 4.36.7, doit d'abord informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.
toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou au gardien du chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la municipalité a pris en considération. La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou au gardien du chien et indique le délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu'il est conforme à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'être conformé. Dans ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique des conséquences de son défaut. Alors, c'était le projet. OK. Les normes relatives à l'encadrement de la possession du chien, 4.37. En vertu du règlement de l'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, la municipalité a le devoir de procéder à la mise en place des normes relatives à l'encadrement et la possession des chiens. Alors, la municipalité, donc, autorise la Société protectrice des animaux, le SPCA, à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7. Je vais vous lire exactement les articles. L'enregistrement. Alors, c'est bien clair que le propriétaire ou gardien d'un chien doit enregistrer auprès de la SPCA dans un délai de 30 jours de l'acquisition de son chien, de l'établissement de sa résidence principale dans une municipalité ou du jour où le chien atteint l'âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, l'obligation d'enregistrer un chien s'applique dans les circonstances suivantes. S'applique à compter du jour où le chien atteint l'âge de 6 mois lorsqu'un éleveur de chiens est propriétaire ou gardien du chien. Ne s'applique pas à une animalerie, soit à un commerce ou à des animaux de compagnie, sont gardés ou offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche, ainsi qu'à une fourrière, un service animalier, un refuge où toute personne ou un organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit acquitter des frais annuels d'enregistrement fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au montant de 25 $ annuellement. Les frais seront éligibles au 30 juin de chaque année. Le coût de renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micro-pucé. Une preuve devra être fournie pour le renouvellement du permis. Renseignements à fournir lors de l'enregistrement. Le propriétaire ou gardien d'un chien doit fournir pour l'enregistrement de ce chien, du chien, les renseignements et les documents suivants. Son nom et ses coordonnées, la race ou le type, le sexe, la couleur, l'année de naissance, le nom, les signes distinctifs, la provenance du chien, et si son poids est de 20 kg et plus. S'il y a lieu, la preuve que les statuts vaccinales du chien contre la rage est à jour, qu'il est stérilisé ou micropucé, ainsi que le numéro de la micropuce ou un avis écrit d'un médecin vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-indiqué pour le chien. S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a été déjà enregistré, ainsi que toute décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du présent règlement ou d'un règlement municipal concernant les chiens. La durée de l'enregistrement d'un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou le gardien d'un chien doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute modification aux renseignements fournis en application à l'article 7.37.2. Le port de médaille, la SPCA remet au propriétaire ou au gardien d'un chien enregistré une médaille comportant le numéro d'enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA afin d'être identifiable en tout temps. Le port de médaille remet au propriétaire un an. Je l'ai lu, celui-là. Oui, ça va à l'autre en dessous.
Oui, c'est ça. Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser, sauf dans un aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage. Un chien doit être également tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Propriété privée, un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence d'un chien ait été autorisée expressément par le propriétaire. Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, être stérilisé et micropusé à moins d'une contre-indication pour le chien établie par un médecin vétérinaire. Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus. Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé et dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur son terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout temps une muselière panier. De plus, il doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. 4.38, inspection et saisie. La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Québec et ses inspecteurs municipaux à appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6. Alors, 4.38.1, l'inspection, aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule peut, dans l'exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l'inspection. Faire l'inspection de ce véhicule ou ordonner l'immobilisation pour l'inspecter. Procéder à l'examen de ce chien. Prendre des photographies ou des enregistrements. Exiger de quiconque la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extraits de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des renseignements relatifs à l'application du présent règlement. Exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du présent règlement. Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté du Québec qui laisse un avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que le motif de celle-ci. Inspection dans une habitation, un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans une maison d'habitation peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre le chien. Assistance lors de l'inspection, l'inspecteur municipal, l'employé de la SPCA ou l'agent de la Sûreté peut exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable du véhicule ou d'un lieu qui fait l'objet d'une inspection, ainsi que toute personne qui s'y trouve, lui prête assistance dans l'exercice de ses fonctions. Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec peut saisir un chien aux fins suivantes. C'est écrit dans l'article 4.38.4. Le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire conformément à l'article 4.36.1 lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique. Le soumettre à l'examen exigé par la SPCA lorsqu'un propriétaire ou un gardien est à défaut de se présenter à l'examen conformément à l'avis transmis à l'article 4.36.2. Faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu de l'article 4.36.6 ou 4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 4.36.8 peut s'y conformer est expiré. Le gardien du chien saisi et confié à la SPCA.
La durée de la saisie. Alors, la garde du chien saisie est maintenant jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou au gardien. Il est remis à son propriétaire ou gardien lorsque survient l'une ou l'autre des situations suivantes. Dès que l'examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d'avis qu'il ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l'ordonnance a été exécutée. Lorsqu'un délai de 90 jours s'est déroulé entre la date de la saisie sans que le chien n'ait été déclaré potentiellement dangereux, ou avant l'expiration de ce délai, si l'inspecteur est avisé qu'il n'a pas lieu de croire que le chien est potentiellement dangereux, ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux. Les frais de garde engendrés par cette saisie sont à la charge du propriétaire ou du gardien du chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales ou les médicaments nécessaires pendant la saisie, ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport, l'euthanasie ou la disposition du chien. Les amendes maintenant relatives à la visite du vétérinaire. Le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'article 4.36.2 ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu de l'article 4.36.6 ou 4.37.7 est passible d'une amende de 1 000 à 10 000 s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 à 20 000 dans les autres cas. L'amende relative à tous les chiens. Le propriétaire, un gardien du chien qui convient à l'un ou l'autre des articles 4.37.1, 4.37.3, 4.37.4 est passible d'une amende de 250 à 750 s'il s'agit d'une personne physique et de 500 à 1 500 dans les autres cas. Amende relative à la présence d'un chien hors de la propriété privée. Alors, le propriétaire ou gardien d'un chien qui contrevient à l'une ou l'autre des articles des dispositions 4.37.5, 4.37.6 est passible d'une amende de 500 à 1 500 s'il s'agit d'une personne physique et de 1 000 à 3 000 dans les autres cas. Amende relative aux chiens potentiellement dangereux. Alors, le montant minimal et maximal des amendes prévues à l'article 8.5.3 et 8.5.4 sont portés en double lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux. Amende relative aux chiens déclarés potentiellement dangereux. Le propriétaire d'un gardien d'un chien contrevient à l'autre. Je ne l'ai pas lu, ça? Je pense que oui. Oui. C'est lu. Ça a été Non. lu. Non, c'est que les amendes qui sont prévues, les amendes prévues à point 2, à point 3, point 4, ils sont doublés si c'est pour un chien dangereux. OK, fait que là, je te dis. OK. Mais là, on parle vraiment d'un chien dangereux. C'est un autre. Amende relative aux normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux. D'un chien contrevient à l'une des amendes de disposition de 4.37.7 est passible d'une amende de 1 000 à 2 500 s'il s'agit d'une personne physique et de 2 000 à 5 000 dans les autres cas. Amende relative aux déclarations d'un propriétaire ou d'un chien, d'un gardien d'un chien, le propriétaire ou gardien d'un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un chien est passible d'une amende de 250 à 750 s'il s'agit d'une personne physique et de 500 à 1 500 dans les autres cas. Amende d'une entrave à la réglementation sur les chiens. Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de toute personne chargée de l'application de la loi, la trompe par réticence ou fausse déclaration, ou refuse de lui fournir un renseignement qu'elle a droit d'obtenir en vertu du présent règlement, est passible d'une amende de 500 à 5 000 $. Dans le cas de récidive, le montant minimal et maximal des amendes prévues par l'article 8.52 et 8.58 sont portés en double. Et voilà la présentation du projet de règlement 234-20 sur modifiant la qualité de vie, favorisant la protection, règlement d'application de la loi favorisant l'application des personnes pour la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Alors, j'ai présenté le projet. On a un avis de motion. Ah, c'est tout. Le projet est présenté. Alors, donc, l'avis de motion et la présentation du projet doit être faite par la même personne. Alors, tantôt, c'est... La personne qui a fait l'avis de motion. Donc, la personne qui va faire la présentation sera la même pour l'avis de motion. Moi, je vais le faire, Monsieur le maire. Madame Sylvie Bolduc, l'avis de motion et la présentation du premier projet. Ouais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Merci. Ça prend de la bonne salive. Oui, pas mal. Ben, rendu, Félicitations, M. le maire. Oui, merci. Avis de motion, règlement ayant pour objet d'amender le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble numéro 122-11 de la municipalité des Éboulements afin d'encadrer les projets d'intégrer, de même que d'ajouter des critères d'analyse pour le développement en zone de villégiature. Alors, l'objet du règlement, je vais vous en faire part, a pour but d'amender le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble 122-11 de la municipalité afin de remplacer le chapitre 3 intitulé « Critères d'évaluation applicables en zone de villégiature » par un nouveau chapitre 3 nommé « Critères d'évaluation applicables en zone de villégiature et d'habitation H01, H08 » et y ajouter plus de critères d'analyse pour les futurs développements en zone de villégiature, d'autoriser la réalisation des projets intégrés dans les affectations de villégiature en remplaçant le chapitre 5 nommé Disposition finale par un nouveau chapitre 5 nommé Critères d'évaluation applicables aux projets intégrés et finalement créer le chapitre 6 pour y apporter des dispositions finales contenues dans le chapitre 5 du règlement initial. Alors, je vous rappelle que vous pourrez toujours prendre lecture de ce projet de règlement. Il y aura 2 consultations publiques concernant ce règlement, soit en ligne sur le site Internet de la municipalité et aussi lors de notre prochaine séance publique de conseil municipal le 3 août à 20 h à l'édifice municipal. Alors, l'idée dans cet avis de motion, c'est tout simplement de présenter l'objet du règlement et d'aviser la population qu'il y aura des consultations publiques. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Je propose. M. Jimmy Perron propose. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Pardon. L'avis de motion au règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11 de la municipalité des Éboulements afin d'ajouter des dispositions particulières rendant possible le projet intégré. Alors, l'objet du règlement a pour but d'amender le zonage 117-11 de la municipalité des Éboulements afin d'ajouter la section 7, dispositions particulières au projet intégré, au chapitre 4, normes relatives aux bâtiments principaux ainsi qu'à certains usages, afin de définir et d'encadrer les projets intégrés. Alors, comme dans le cas précédent, dans l'avis de motion précédente, dans ce projet de règlement, il y a l'obligation d'avoir une consultation publique. Alors, il y aura une consultation sur le site Internet de la municipalité. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le 3 août à 20 h à l'édifice municipal, il y aura présentation du projet de règlement 236-20, règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 117-11. Est-ce que j'ai un proposeur sur l'adoption de cet avis de motion? Oui. Mario? Ça, c'est l'adoption du premier projet de règlement, pardon. Mario, L'avis de motion et le premier projet, je vais mettre la même personne. Ça va... mettre la même personne, OK. Merci, Mario. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. Oui. Oui. Merci bien. On serait rendu au point 15. Avis de motion au règlement concernant le paiement de la part contributive de la municipalité à l'égard d'un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 5B du développement domiciliaire de la seigneurie conformément au règlement numéro 7908 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux comportant un emprunt au montant de 180 000 remboursable sur 20 ans. Alors, c'est un avis de motion. Après ça, on aura la présentation du règlement concernant le paiement de la part contributive. C'est la même chose. C'est l'engagement qu'on emprunte et puis qu'on répartit par la suite. Je vais vous faire part du projet de règlement. C'est imposition du secteur de la phase 5B du développement domiciliaire à la seigneurie des Éboulements pour promouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital. Il est par le règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un terrain vacant des 27 terrains à l'intérieur de la zone 5B
du développement domiciliaire à la Seigneurie des Éboulements une compensation égale à 1/27e des échéances annuelles de l'emprunt. Lorsqu'un bâtiment principal sera porté au rôle d'évaluation foncière à l'égard d'un terrain visé au paragraphe précédent, qui ne pourra plus être considéré comme terrain vacant, la compensation qui sera exigible à l'égard d'un tel terrain à compter de l'exercice financier suivant, l'inscription au rôle d'évaluation foncière du bâtiment principal. Alors, est-ce que j'ai... Bon, ici, on a la présentation. Peut-être que vous ne la voyez pas. Oui, vous allez la voir sur l'enregistrement. Alors, il y a la section en jaune qui est décrite. C'est les 27 terrains qui sont concernés dans le règlement concernant le paiement de la part contributive de la municipalité à l'égard du protocole d'entente. Alors, vous pouvez on peut identifier les 27 terrains. Dans la seigneurie, c'est surtout sur la rue des Censitaires. Est-ce que j'ai un proposeur pour... Je vais proposer, oui, Emmanuel. L'avis de motion et la présentation du projet. J'ai M. Emmanuel Deschênes qui est proposeur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bien, merci. Nous avons maintenant une dérogation mineure. Alors, vous savez sans doute, chers citoyens, que la dérogation mineure doit passer par le CCU. Alors, on va suivre le rapport présenté au CCU. Le conseil municipal doit rendre sa décision en fonction à la suite du rapport du CCU. Alors, on a une dérogation mineure DM 99-2020 au 1587 route du Fleuve. Alors, je vais vous expliquer à quoi consiste la dérogation. Autoriser la conversion d'une verrière en patio ouvert dans la cour avant d'une résidence. Selon l'article 5.2.1 du règlement de zonage 117.11 de la municipalité des Éboulements, toute construction accessoire, c'est-à-dire un patio, aire de détente, garage, cabanon, est interdite en cour avant de la maison, à moins qu'il puisse y avoir une marge de recul de 18 mètres entre la ligne de rue avant et le bâtiment principal. Alors, raison expliquant la dérogation, une verrière est déjà présente à cet endroit, mais les propriétaires souhaitent la démolir et la remplacer par un patio ouvert. Les propriétaires considèrent que de refaire au même emplacement n'affecte pas les qualités paysagères du site ni l'architecture du bâtiment. Étant plus élevé que le niveau de la route, l'impact visuel serait presque inexistant selon eux. De plus, cet endroit s'avère le meilleur choix pour l'enseignement et la vue sur le fleuve soit maximisée. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande. Le CCU considère que le fait qu'il y ait déjà présence d'une verrière à cet endroit n'entraîne pas d'impact visuel sur l'apparence du bâtiment. Il va même en diminuer les effets, le bâtiment n'étant déjà pas très visible de la route, étant donné que c'est plus élevé. Ainsi, cela ne causera pas de problème dans le voisinage. Est-ce que le conseil municipal est d'accord? J'ai un proposeur à l'idée de considérer la même recommandation que le CCU pour la dérogation. Oui, moi, je vais le proposer. Proposer. Est-ce que j'ai Mme Sylvie Paul-Duc qui le propose? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Alors, la dérogation mineure est acceptée. Merci. Une autre dérogation mineure portant le numéro 100-2020 au 41 rang Saint-Antoine. L'objet de la dérogation consiste à autoriser le lotissement d'un terrain d'une profondeur de 15 mètres plutôt que de 75 mètres comme prescrit par le règlement de lotissement 118.11 de la municipalité, article 5.3. Autoriser le lotissement du terrain 1 avec une superficie de 1194,3 mètres carrés plutôt que de 4000 mètres carrés, comme prescrit par le règlement de lotissement 118.11 de la municipalité. Autoriser le lotissement du terrain 3 avec une profondeur de 47,48 mètres plutôt que de 75 mètres, comme prescrit par le règlement de lotissement 118.11 de la municipalité. Autoriser le lotissement du terrain 3 avec une superficie de 2981,3 mètres carrés plutôt que de 4000 mètres, comme prescrit par le règlement de lotissement 118.11 de la municipalité. Alors, l'objet, c'est de lotir 3 terrains qu'éventuellement, ces 3 terrains vont donner un seul terrain.
Le terrain initial étant ici, de manière que le terrain configuré, on ne peut pas, il ne pouvait pas agrandir tout d'un même côté, donc il faut qu'il agrandisse de chaque côté du terrain. Donc, la raison pour laquelle on doit lotir 3 terrains, c'est d'ajouter un terrain de chaque côté pour en faire un seul éventuellement. Alors, c'est aussi, ouais, c'est ça. C'est raison expliquant la dérogation. Le demandeur veut agrandir son terrain à même une partie des 2 terrains voisins qui sont contigus afin de régulariser l'occupation actuelle du sol. Alors, la recommandation du CCU recommande d'accepter la demande. Le CCU considère que puisque le demandeur occupe déjà une plus grande partie du terrain que ses limites réelles, le fait d'agrandir son terrain ne créera pas de problématique dans le milieu. Ainsi, même si les terrains 1 et 3 se trouvent réduits en superficie, il demeure que ces derniers ne seront pas constructibles puisqu'ils sont en zone agricole dynamique. Puis en zone agricole dynamique, il n'y a aucune demande possible dans cette zone. Et qu'ainsi, il ne pourra y avoir de problématiques environnementales résultant d'une construction sur ces petits lots en bordure du lac Saint-Antoine. Alors, la recommandation est d'accepter. Est-ce que j'ai un proposeur à l'effet de garder la même recommandation, la même recommandation que le CCU, d'accepter cette demande? Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Diane? Madame Diane Tremblay propose. Est-ce que tout le monde est d'accord à accepter? Oui. Oui. Merci. Alors, la dérogation mineure est acceptée. Dérogation mineure 101-2020, au 3079 route du Fleuve. La dérogation consiste à autoriser la construction d'un 2e garage alors que le règlement n'en prescrit qu'un, tel que décrit au tableau 5G, grille de construction accessoire à l'usage résidentiel du règlement de zonage 117.11 de la municipalité. Autoriser un total de 104,04 mètres carrés de superficie de garage au lieu de 75 mètres carrés au maximum pour un terrain d'une superficie de 3000 mètres carrés et plus, tel que prescrit par le tableau 5.1 grille de construction accessoire à l'usage résidentiel du règlement de zonage 117.11 de la municipalité. Alors, on peut voir le plan ici, il existe déjà un garage. Ici, on peut voir à droite. Et le futur garage serait construit à côté est de la résidence. Et c'est un terrain qui est un peu plus élevé, puis à l'abri aussi, je pense qu'il y a du boisé autour, tout autour. Oui. Alors, la recommandation, raison expliquant la dérogation. Le demandeur a une entreprise de construction de déneigement qu'il opère depuis sa création dans un garage situé sur son ancienne propriété. Puisqu'il a récemment déménagé et que sa nouvelle résidence a été transformée en logement bigénérationnel dans lequel habitent déjà ses parents, le garage existant sur cette nouvelle propriété ne peut loger son entreprise puisqu'il sert aux besoins de ses parents. Aucun espace additionnel n'est disponible sur le terrain et aucun autre terrain commercial dans la municipalité n'existe pour construire un garage. Donc, afin de pouvoir continuer d'opérer ces entreprises de façon conforme au règlement, soit à titre d'usage complémentaire à l'habitation, le demandeur a besoin de faire une construction d'un 2e garage sur sa propriété. Il demande donc de déroger au règlement qui n'autorise qu'un seul garage complémentaire à une habitation et aussi à la superficie maximale autorisée qui est de 75 mètres carrés. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande puisqu'aucun autre terrain ne peut accepter la construction de garage commercial aux éboulements et qu'il est primordial de conserver cette entreprise aux éboulements. Les membres acceptent la dérogation. On justifie aussi que les besoins de demandeurs sont compréhensibles et qu'il est essentiel d'avoir un garage sur son propre terrain pour opérer sa compagnie. Par contre, il y a une suggestion de la part du CCU suggère tout de même aux demandeurs de conserver les arbres qui sont présents entre l'endroit de la construction du futur garage ainsi que la route du fleuve, question de limiter les impacts visuels du garage. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce que vous êtes d'accord à la recommandation du CCU qu'on puisse accepter cette demande? Est-ce que j'ai un Oui, proposeur? Monsieur le maire, je propose, Mario. Monsieur Mario Demel propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, la dérogation mineure est acceptée.
On serait rendu maintenant un permis en zone de mouvement de sol au 21 rang des éboulements centres. Alors, les travaux consistent à faire du démantèlement d'un mur de soutènement afin de remettre le talus dans son état initial, soit avant la construction du mur, et de revégétaliser ce dernier afin qu'il ne soit pas affecté par l'érosion issue des eaux de ruissellement. De plus, puisqu'il existe une chèvrière positionnée non loin du mur, l'intervention consiste à remplacer la dalle de béton de la chèvrière afin d'y ajouter de l'acier d'armature qui sera supporté par des pieux enfouis profondément dans le sol en dessous de la ligne de gel. La firme d'ingénierie EMS Ingénierie a conçu une étude le 5 juin 2020 qui vient répondre à la réglementation municipale dictant des conditions à remplir ainsi que les précautions à prendre pour lever l'interdiction de faire quelconque travaux. Alors, on peut voir dans l'étude géotechnique est composée de 2 documents, une partie descriptive de la procédure de démantèlement du mur, ainsi qu'une opinion de la stabilité du site. Elle est divisée selon les thèmes suivants: description générale de la procédure, description des sols en place, effet des interventions prévues sur la stabilité du site et recommandations pour l'exécution des travaux. Le second document détaille explicitement les procédures et façons de faire pour le démantèlement du mur et la remise en état des talus végétalisés. Les recommandations du CCU. Alors, les membres du CCU, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents avec consultation et recommandation de l'ingénieur, recommandent au conseil municipal d'accepter la demande de permis pour le démantèlement du mur de soutènement. De plus, les membres du CCU font des recommandations suivantes: qu'il y ait des surveillances par une personne habilitée à le faire durant toute la durée des travaux, qu'un rapport d'ingénieur soit fait à la fin des travaux, venant confirmer que l'ensemble des travaux ont été faits dans les règles. Est-ce que j'ai un proposeur à l'effet de suivre les recommandations du CCU? Je propose. M. Jimmy Perron propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, le permis est accordé. Merci. Résolution autorisant la réouverture des bureaux municipaux. Alors, le bureau municipal est réouvert depuis le 29 juin. Alors, en suivant naturellement les procédures de distanciation et les procédures de sécurité sanitaire. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Proposé, M. le maire. M. Mario Demel propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Effectivement, nos bureaux sont ouverts. Résolution modifiant le taux d'intérêt décrété pour l'année 2020 et applicable à toute somme due. Alors, en avril dernier, lors de notre dernier conseil municipal, on a accepté que les retards de paiement de toute somme due à la municipalité, soit les taxes ou autres sommes dues, portent 0 % d'intérêt au lieu de 12 % d'intérêt. Alors, on avait accepté que cette période se rende jusqu'au 31 juillet 2020. Étant donné qu'on est faut modifier notre règlement parce que la prochaine séance publique est le 3 août. Alors, c'est pour ça qu'on a une résolution qu'on modifie le taux d'intérêt actuellement, qui était jusqu'au 31 juillet. Il y a une proposition à l'effet de le porter jusqu'au 30 septembre, d'ajouter le mois d'août, jusqu'au 30 septembre, autrement dit 60 jours supplémentaires pour accorder un délai 60 jours supplémentaires pour un taux d'intérêt de 0 % sur les sommes dues à la municipalité. Est-ce que j'aurais un proposeur de continuer de porter un intérêt de 0 % jusqu'au 30 septembre 2020? Je vais le proposer. J'avais M. Johnny Gauthier, Sylvie qui avait parlé auparavant. Alors, Johnny Gauthier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, c'est reporté. Rehaussement du plafond du revenu déterminant les besoins impériaux de l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul et de la Malbaie. À leur demande, on va faire une résolution d'appui parce que vous allez prendre connaissance de la proposition.
Alors, attendu que les partenaires du chantier d'habitation de développement social intégré ont relevé comme enjeu primordial le manque de logements sociaux sur le territoire de Charlevoix et que cela s'exprime entre autres par l'inadmissibilité d'une partie de la population en situation de pauvreté au logement à loyer modique et au programme de supplément à loyer. Alors, entendu qu'en comparant les plafonds de revenus déterminant les besoins impériaux à la mesure du panier de consommation, il est possible de constater que l'actuel déterminant les besoins impériaux restreint l'accès à des logements sociaux pour une frange de ménages de Charlevoix considérés en situation de pauvreté par la MPC, particulièrement les familles. Entendu qu'une personne seule ou un couple ayant des enfants à charge travaillant au salaire minimum n'est pas admissible à un logement à loyer modique. Quand même curieux. Entendu que l'inadmissibilité au logement à loyer modique pour des familles défavorisées occasionne des répercussions pour les offices municipaux d'habitation de la MRC de Charlevoix, dont la location vacante de certains logements leur étant destinée et l'accentuation du phénomène de ghettoisation. Entendu que cet obstacle est aussi susceptible de freiner le développement des nouvelles habitations ayant des logements sociaux dans la région, en conséquence, il est proposé que la municipalité des Éboulements réclame le rehaussement du plafond du revenu déterminant les besoins impériaux au minimum à celui des mesures de panier consommation, permettant ainsi d'augmenter le nombre de citoyens pouvant avoir accès aux logements sociaux, logement social. Alors, cette proposition va être envoyée aux députés, je pense, et ainsi à l'Office d'habitation pour qu'ils puissent faire parvenir aux députations fédérales et provinciales. Est-ce que j'ai un proposeur de soumettre cette proposition-là, s'il vous plaît? Je propose Diane. Madame Diane Tremblay propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Oui. Merci. Oui. On serait rendu à une motion de félicitations de mademoiselle Mathilde Deschênes. Alors, Mathilde est une élève persévérante et récipiendaire du programme Force Avenir. Reconnue par sa persévérance, ses efforts et sa ténacité, Mathilde est une élève qui a fait sa marque au centre éducatif Saint-Aubin. Alors, elle a débuté sa scolarisation au secondaire dans une classe d'enseignement individualisé, ce qui lui a permis de consolider ses acquis du primaire. L'année d'ensuite, elle s'est retrouvée dans nos classes régulières et dans la classe régulière, elle est maintenant en voie d'obtenir son diplôme d'études secondaires, ce qu'elle a obtenu. Elle s'est brillamment intégrée et adaptée aux exigences de ses enseignants. Alors, le conseil municipal se joint à moi pour faire une motion de félicitations à Mathilde. Est-ce que j'aurais un proposeur? Avec l'honneur, monsieur le maire, je vais le proposer. Oui, alors j'ai Emmanuel Deschênes qui le propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci bien. Nous aurions une motion de remerciement. On a constaté qu'on a une enseignante qui est ici minimum 15 ans, qui travaillait à l'école Léonce Boivin, Mme Christine Palussière qui enseignait à la maternelle, a pris sa retraite. Alors, nous allons tout simplement lui envoyer une lettre de remerciement pour le travail qu'elle a fait auprès de nos jeunes et aussi des familles de notre municipalité, de notre communauté. Alors, merci, Mme Palussière. Est-ce que j'ai un proposeur pour lui envoyer une... Je vais proposer à M. le maire. Madame Diane Tremblay propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci. On va lui faire une lettre de remerciement. Est-ce que j'ai des représentations de faire au niveau des conseils, des conseillers? Non. Pas de sortie. Pas de sortie. Moi, tout ce que j'ai, c'est une visioconférence que j'ai faite lors de l'Assemblée générale annuelle des MRC. Alors, c'est une visioconférence dans laquelle j'ai assisté. C'était la semaine dernière.
Et je n'ai pas d'autres représentants. Ben, en fait, ce que je peux mentionner, c'est que maintenant aussi, la MRC, probablement, on a eu une séance à huis clos, mais quand même une séance en personne, par visioconférence qui a été enregistrée aussi. Alors, probablement qu'aussi à la MRC, dorénavant, il y aura des séances publiques avec les mesures sanitaires adaptées. Merci. Est-ce que si je n'ai pas d'autres représentations, je passerai au point 27. Est-ce que Mme Gauthier, on a reçu des questions de la part des citoyens concernant le conseil municipal? Non, reçu aucune question. Alors, si on n'a pas eu aucune question, bien, je vais clore. Est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Oui, Emmanuel, je propose. Comme à l'habitude, Manuel Deschênes propose. Merci de votre présence et je vous souhaite, tous les citoyens, un bon mois de juillet. On se retrouve au mois d'août. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. Merci à tout le monde. L'enregistrement est terminé.